C'est une élection très particulière pour la Colombie, dans la mesure où des référendums, enfin on appelle ça un plébiscite en Colombie, dans la mesure où ce genre de consultation n'est pas très fréquent. Alors pourquoi l'avoir organisé? Parce que les négociateurs et surtout le gouvernement colombien souhaitaient que les accords de paix négociés depuis 6 ans, enfin 2 ans de négociations secrètes, 4 ans de négociations semi-publiques, puissent être validés par les électeurs colombiens afin d'avoir une légitimité qui soit une légitimité populaire. Donc ça s'est passé, c'était un deuxième temps. Le premier temps ayant été le 26 septembre, la signature publique à Carthagène des Indes de l'accord entre la délégation du gouvernement colombien et le président colombien, les négociateurs du gouvernement et le principal responsable des FARC et l'état-major des FARC. Donc la deuxième étape était le 2 octobre, ce référendum au cours duquel, à la surprise générale, le non l'a emporté de 55 000 voix sur près de 13 millions d'électeurs qui ont voté. La surprise, il faut dire, a été générale, autant dans le camp du oui que dans le camp du non. Alors pourquoi? Bon, parce qu'il y avait un climat d'euphorie généralisé, notamment du côté du oui, qui passait dans les médias, et surtout, il était relayé par l'ensemble des instituts de sondage colombiens. Pas un seul institut de sondage n'avait laissé prévoir la victoire du non. Et il y avait quelquefois des écarts assez forts, certains instituts donnaient même 67% au vote oui. Donc l'annonce du résultat a beaucoup surpris. Chacun, évidemment, après coup, essaie d'avancer des explications. Alors les explications ont été assez nombreuses, elles sont diverses. La première, il suffit de regarder la carte du vote des électeurs. Le constat que l'on peut faire, c'est que le cœur de la Colombie a voté non, la périphérie a voté oui. Alors pourquoi le cœur a voté non? Pourquoi la périphérie a voté oui? Donc la périphérie a voté oui, parce que ces régions-là sont les régions qui ont été les plus touchées par la guerre. Alors paradoxalement, c'est là où il y a eu le plus de victimes, le plus même de morts de civils, mais dans ces régions-là, la population, sans doute parce qu'elle veut en finir avec ce genre de problème, a, dans des proportions parfois très fortes, plus de 70%, voté pour le oui. Le cœur de la Colombie, c'est la Colombie moderne, la Colombie des villes, la Colombie des classes moyennes. Cette Colombie-là n'est pas touchée par le conflit, donc elle suit le conflit à la télévision. Donc le cœur de la Colombie s'est plutôt prononcé, comme dans n'importe quel pays du monde, lorsqu'il y a un référendum. On vote pour ou contre le gouvernement et le président en place. Il se trouve que la Colombie, comme beaucoup de pays d'Amérique latine, a des difficultés. Elle vend moins bien son charbon, elle vend moins bien son pétrole. Le gouvernement a moins de moyens. Il y a une réforme fiscale en cours, donc il y a des mécontentements. Il y a aussi des mécontentements corporatistes, les chauffeurs de taxi dans les grandes villes qui ne sont pas contents parce que le gouvernement a laissé s'installer Uber. Donc ça, on est apparemment très loin du référendum, mais c'est à partir d'éléments comme cela que la population du cœur de la Colombie s'est prononcée. Alors ensuite, donc il y a effectivement l'ancien président Uribe qui a des problèmes de personnel, disons, plus que politique. Le modèle économique de l'ex-président Uribe et celui du président actuel, Juan Manuel Santos, ne diffèrent pas d'un cheveu. Mais bon, ces deux fortes personnalités sont en opposition et le président Uribe a essayé de faire prendre la mayonnaise du non, et l'a beaucoup animé, en se battant sur plusieurs fronts. Un, en disant le pays a des difficultés financières et les accords qui ont été signés vont générer beaucoup de dépenses. Il y a une réforme fiscale, moi je suis contre, on paye suffisamment d'impôts, on ne va pas payer des criminels. Parce qu'effectivement, dans les accords de paix, il y a beaucoup de lignes de crédit qui doivent être ouvertes pour que ces accords soient effectivement appliqués. Et il y a donc effectivement aussi une ligne de crédit affectée aux anciens guerrieros en vue de permettre leur réinsertion. Donc l'argument était très simple, on ne paye pas des terroristes, on ne paye pas des criminels. Donc le deuxième point, c'est que dans ces accords, il y a une partie qui concerne les guerrieros et les guerrilleras. Et dans le texte, il est même prévu que l'accord s'applique à ceux qui sont
de même sexe. Enfin, donc il y a tout un débat qui quelque part a raccroché un débat qui est assez général en Amérique latine, c'est faut-il ou non reconnaître le mariage homosexuel. Donc il y a une mobilisation des églises évangélistes, mais aussi les autres églises protestantes et catholiques contre ces projets-là. Et donc le président Uribe a très habilement raccroché ce problème-là aux accords de paix, en disant si on signe ces accords, c'est la famille colombienne qui est en péril. Donc ce sont tous ces éléments-là. Alors si on ajoute également que dans une région du nord de la Colombie, il y a le cyclone Matthew qui est passé, et donc les bureaux de vote ont été fermés, et cette région était une région affectée par la guérilla, était un bassin de voix pour le oui. Donc ce bassin, il n'a pas donné les résultats attendus par les partisans du oui, et quand on sait que le résultat s'est joué à 0,8%, donc ça a été également un élément permettant de comprendre les raisons de ce vote. Cela dit, il faut ajouter aussi qu'il y a quand même un élément qui interpelle pour un problème, un référendum aussi important que celui-là. La participation a été très faible. L'abstention a été de 63%. Peut-être là qu'il y a eu un déficit de mobilisation de la part des partisans du oui. Signer un accord de paix, le rendre public le 26 septembre, il fait plus de 300 pages. Voté le 2 octobre, les électeurs se sont prononcés d'autant plus pour la paix en général, sans savoir très bien ce que ça recouvrait, ou contre le président Santos, sans connaître le fond du contenu des accords. Donc la campagne du oui a été très faible. Le président s'en est remis aux médias, aux réseaux sociaux, aux partis politiques qui en Colombie n'ont pas vraiment de réelle représentativité. Ils se sont d'autant moins mobilisés qu'il n'y avait pas d'enjeu de pouvoir. C'était pas une élection pour définir un candidat présidentiel ou définir ceux qui allaient entrer au Parlement. Donc les partis politiques du oui ont traîné des pieds, puis chacun a fait la campagne de son côté. Donc ça a été aussi un élément qui, sans doute, qui explique le déficit de voix du côté du oui. Alors, quelle va être la suite? C'est la question que pose la presse colombienne. Alors, et maintenant, quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, le choc a été tellement brutal qu'au soir de l'élection, les partisans du non comme partisans du oui, on dit on ne peut pas en rester là. On est tous pour la paix, ce qui était assez surprenant pour les gens du non qui avaient fait des campagnes idéologiques assez fortes sur la famille. J'ai oublié de dire également que l'argument du castro-chavisme, communisme, un vocabulaire de guerre froide avait été utilisé par le président Uribe, et curieusement, de façon assez surprenante, sa première déclaration a consisté à dire « Mais moi je suis pour la paix », a dit le président Uribe. Et bien évidemment, si je suis pour la paix, ça veut dire que les FARC doivent être amnistiés, donc ceux du moins qui n'ont pas commis de crimes contre l'humanité, et que l'État leur garantisse leur sécurité. Donc ça a été une surprise assez forte, et une surprise d'autant plus étonnante d'ailleurs que ces éléments-là, qu'avance le président Uribe comme allant de soi, comme quelque chose de nouveau qu'il apporte au débat, figurent déjà dans les accords. Le président Santos a dit « Moi, je maintiens le cessez-le-feu. Mon mandat de président, c'est de faire la paix. Je vais explorer toutes les pistes. » Les FARC ont eu la même réaction. Les FARC ont dit « Nous, on a fait le pari de la paix. Il n'est pas question de revenir dans la montagne. » Mais bien évidemment, la paix, dans le contexte de ce qui a été signé, il n'est pas question pour nous de signer la paix pour aller en prison, de signer la paix sans avoir le droit de poursuivre nos idées politiques de façon pacifique par la voie électorale. Donc voilà où on en est. Très vite, les uns et les autres se sont rencontrés. Le gouvernement a envoyé des émissaires à La Havane, où sont revenus, donc à Cuba, où sont revenus les négociateurs, les dirigeants des FARC. Une commission a par ailleurs été constituée où le président Santos et l'ex-président Uribe ont constitué donc leurs négociateurs en vue de trouver très rapidement des avancées permettant de sauver ce qui peut l'être.
dans la mesure où on ne peut pas, enfin en ce qui concerne les FARC, qui ont suspendu leurs sources habituelles de revenus, les enlèvements, les trafics divers, pas simplement de stupéfiants, mais des trafics sur les produits miniers ou d'autres, les taxations sur un certain nombre de producteurs, tout ça a été suspendu. La démobilisation des FARC également, donc tout est gelé, mais ce gel est extrêmement fragile et ne peut pas durer indéfiniment. C'est ce que reconnaissent d'ailleurs les différentes parties et qui sont en train, au jour d'aujourd'hui, de négocier en vue de trouver une voie qui permettrait de changer les accords sans les changer. Donc l'exercice est difficile, mais apparemment, personne ne veut porter le chapeau du risque d'un retour à la case départ, c'est-à-dire la guerre. Alors l'observation en elle-même s'est très bien déroulée, donc les autorités électorales colombiennes avaient très bien organisé les choses. D'après les contacts que j'ai pu avoir dans différents bureaux de vote avec les assesseurs, les personnes du Conseil national électoral chargées de gérer les difficultés éventuelles, la procédure qui a été appliquée est une procédure bien rodée en Colombie, qui est appliquée pour les élections présidentielles, les élections législatives. Donc les assesseurs ont une petite formation avant de faire leur travail d'assesseur, donc on leur explique tout ce qu'ils doivent faire, quels sont les bulletins qui peuvent être refusés, nuls, comme étant nuls. Donc, tout cela est expliqué dans cette brochure. Et quelques jours auparavant, d'ailleurs, on leur avait donné une autre brochure pour leur expliquer quel était le sens du plébiscite auquel ils étaient invités à participer comme assesseurs. Donc tout ça se déroulait de façon assez bon enfant. Et pour les assesseurs, le principal problème était de trouver du café, parce qu'il fait à Bogota, et il fait très froid le matin à Bogota. Les bureaux de vote ouvrent à 7 heures du matin, il fait environ 7 degrés. Donc c'était le principal problème, le dépouillement, bon, avec un vote oui ou non, voilà le bulletin. Donc le dépouillement était très simple. Donc les résultats ont été connus 2 heures après la clôture, ou 3 heures après la clôture des bureaux de vote. Alors la simple remarque critique qui pourrait être faite, c'est que les bureaux de vote ferment très tôt, à 4 heures de l'après-midi. Donc, un dimanche, en général, les gens, comme partout dans le monde, vont voir des matchs de football, ou vont pique-niquer, ou vont se promener, faire du vélo. Le dimanche, habituellement, est un jour réservé à la bicyclette, qui est un sport très populaire en Colombie. C'est un Colombien qui a gagné le Tour d'Espagne dernièrement. Tout le monde parlait beaucoup de ça, quelquefois beaucoup plus que du référendum. Et donc, fermer les bureaux de vote à 4 heures de l'après-midi, c'était peut-être aussi quelque part un peu démobilisateur pour les électeurs, d'autant plus que si les sondages leur annonçaient que entre 50 et 65% de ceux qui voulaient voter allaient voter oui, peut-être que certains ont prolongé leur après-midi du dimanche en disant après tout mon vote n'est pas vraiment essentiel. Donc c'est vraiment la seule critique qu'on peut faire à un processus de vote qui s'est déroulé de façon très correcte, aussi bien qu'il peut l'être en Europe et en France en particulier.